Mesdames et messieurs, nous sommes une nouvelle fois à l'Institut français de Lubumbashi, la halle de l'Étoile. Nous parlons des modes de gestion en RDC pour répondre aux attentes de la société civile. Avec moi ici, des jeunes acteurs de la société civile, bien entendu, à ma droite, à ma gauche, l'avocate et surtout la coordonnatrice des thématiques de la société civile qui encadre des jeunes, Maître Jeanne Matambo. Et à ma droite, Costa Chinzam, qui est médecin, mais surtout membre du collectif des blogueurs à Barrière DC. Et à l'extrême gauche, Prince Kilunda, qui est membre du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. Avec eux, donc, nous parlons de ce thème. La question principale est quel mode de gestion en RDC pour répondre aux attentes de la société civile. Alors, pour commencer, je vais fixer bien rapidement le contexte. L'Afrique, notre continent, est présenté comme un continent de l'avenir, puisqu'on regarde sa démographie qui est jeune et qui avance plutôt bien, et peut-être plus rapidement, comparativement à d'autres continents comme l'Europe, mais aussi son économie qui suscite un regain d'espoir. Mais les scientifiques et les activistes de la société civile ne cessent de rappeler, continuellement d'ailleurs, insister sur l'état de la gouvernance, la gestion de la chose publique qui pose encore problème. D'où cette question que je vous pose tout de suite, et je commence avec vous, Maître Jeanne Matambo. Quels sont selon vous les éléments qui posent problème aujourd'hui en matière de gestion, de gouvernance en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? Merci beaucoup, M. Didier, pour la question. Je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous savons que notre société a un sérieux problème que je considère comme une maladie. La première, c'est la corruption. La corruption qui a affaibli tout simplement nos institutions, ainsi que notre société et notre économie avec. Donc, quand une économie est malade, c'est toute la société qui est malade. Parce que quand une économie est malade, surtout je parle au nom de la jeunesse, le taux est élevé de la pauvreté, ainsi que du chômage. Bon, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous ai d'abord relevé un premier point, je parle de la corruption. Le deuxième point, c'est la volonté. Nos politiques ou des gens qui sont censés diriger ou gouverner les choses publiques ont un sérieux problème de bonne volonté. Parce que ça fait des années, depuis après l'indépendance, le règne de Mobutu, de Feu Musée Laurent Désiré Kabila, du jeune ou fils Kabila fils, et maintenant avec le nouveau président, il y a un système qui s'est déjà installé depuis des années. L'homme politique congolais sait très bien que le poste que j'occupe, c'est d'abord pour changer ma situation sociale. Donc c'est d'abord pour lui. Et pratiquement une inversion des principes. Voilà. Puisque quand on est ministre dans une position officielle, on est plutôt au service de la République. Oui, mais c'est difficile ici chez nous d'être au service de la République au moment où vous-même vous avez déjà faim. Vous-même vous pensez déjà que non, c'est l'occasion m'a été donnée pour acheter un véhicule, avoir des villas, faire voyager les enfants, c'est garantir de soins médicaux ailleurs. Donc l'homme politique congolais, il sait qu'à tout moment il peut être injecté et à tout moment la situation peut changer. Alors il se précipite pour ramasser la richesse ou le bien public qui appartient à tous les Congolais. Bon, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? L'espoir est là, parce qu'il y a une nouvelle génération consciente qui, aujourd'hui, nous pouvons dénoncer haut et fort la corruption. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore aux affaires, nous sommes jeunes, mais nous avons déjà vu ce qui a amené notre société au niveau où nous sommes. Nous déplorons le chômage, la pauvreté, manque de soins médicaux appropriés, tous les maux que nous connaissons tous les jours dans notre société, et nous savons la source vient d'où. Le jour que nous prendrons conscience pour éradiquer la corruption dans nos institutions, dans la gestion de la chose publique,
les choses vont réellement commencer à changer. Et vous dites donc la chose importante qui marche à ce niveau-là, c'est que nous gardons espoir que ça va marcher demain. Nous gardons espoir. Les lois existent, hein, les lois existent, mais la mise en application est en train de traîner ou à marcher à pas de tortue. Et la jeunesse d'aujourd'hui veut le changement au vrai sens du mot, pas un changement de la tête d'une personne, changeant la tête de X à Y, non, un changement radical du système installé depuis des années dans nos sociétés. Alors, Costa Chinzam, oui, vous êtes d'accord avec ce point de vue de Maître Jeanne? Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Avant de rebondir sur ce que vient de dire à juste titre Maître Jeanne Matambo, je voudrais d'entrée de jeu revenir un peu à la question de départ. Quel mode de gestion pour un pays comme le nôtre, je pense. Et au regard de cette question, il me semble qu'on ne peut pas dissocier la situation de la RDC de tous les autres pays africains, puisque à ce niveau-là, j'estime que l'Afrique se ressemble, l'Afrique reste la même. Et donc, pour moi, il est important aujourd'hui de relever que ce qu'il nous faut dans un pays comme le nôtre, c'est un mode de gestion basé sur la démocratie. Mais quel type de démocratie? Mais une démocratie fondée sur la confiance. Quand je dis une démocratie fondée sur la confiance, je vois deux pôles. Le premier, c'est les décideurs, les dirigeants, et le deuxième, c'est nous, les dirigés. Et donc, il y a nécessité de construire, sinon reconstruire la confiance qui a été détruite, cassée depuis des années. Maître Jeanne l'a soulevé quand elle épingle, par exemple, le problème relatif à la corruption. Vous savez que la corruption dans un pays comme le nôtre, c'est une gangrène, c'est une vraie maladie qui décime nos vies ici. Mais comment éradiquer cette corruption s'il n'y a pas de confiance entre les décideurs et les dirigés? Et finalement, comment créer cette confiance si les dirigés regardent les dirigeants comme corrompus, c'est-à-dire ces gens qui détournent des choses qui devraient améliorer notre situation? Il faudrait penser à un mode de gestion que j'appellerais de proximité. C'est-à-dire, aujourd'hui, les dirigés devraient se sentir plus proches de ceux qui nous gouvernent. C'est très important. Il faudrait que nous puissions sortir de cette logique d'avoir des gens qui nous dirigent, mais qui donnent l'impression d'être totalement déconnectés de nos réalités. Regarde, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait de l'éruption volcanique à Goma. Mais quand on regarde le débat autour, on a l'impression que certaines personnes qui prennent parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, montrent l'impression d'être déconnectés de la réalité. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de renouer cette confiance et donc de nous sentir plus proches en fait, qu'on se sente à même de partager la même peine. Autrement, vous voulez dire qu'à ce jour, vous constatez plutôt qu'il y a une déconnexion. La réalité fait qu'il y a une déconnexion entre dirigeants et dirigés. Oui, parce que à un moment donné, je me pose toujours cette question. Est-ce que nos problèmes sont les problèmes de nos dirigeants? Je ne le pense pas. Puisque moi, aujourd'hui, si j'ai mal à la tête, je vais aller où? Je regarde le dispensaire du coin. Mais le dirigeant, lui, s'il a mal à la tête, il va en Afrique du Sud, il va en Europe. Ça veut dire que la base n'est pas la même. Face à un même problème, on ne réfléchit pas de la même façon. Ça veut dire qu'il y a une sorte de dichotomie vers une certaine catégorisation, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Alors, et cette sorte de fossé devrait être tout simplement balayée. Alors, à votre niveau, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas à ce niveau-là? Ce qui marche, je vais rejoindre sur ce point Maître Jeanne Matambo, ce qui marche, c'est qu'il y a de l'espoir. Aujourd'hui, c'est très important de le souligner, c'est que notre jeunesse
n'a pas perdu espoir. Notre jeunesse continue à croire. Notre jeunesse reste encore créative. Elle a envie de renverser la vapeur et c'est très important. Mais ce qui ne marche pas, attends, si je vais te faire la liste, elle sera très longue. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas encore à ce niveau dans ce cas, dans un pays comme le nôtre. Et je vais aller dans le sens plus large pour toucher tous les pays africains. C'est pratiquement le même problème. Et c'est l'idée par laquelle vous avez commencé. Vous dites donc que les réalités que connaît la RDC sont pratiquement les mêmes, communes à plusieurs pays africains sur le continent. Donc. Et vous, Prince Kilouda, vous êtes de la Lucha. Et la Lucha continue encore aujourd'hui à être présentée comme cet espoir que Maître Jeanne et Costa venait de dépeindre ici, espoir, et que ce soit au niveau congolais, mais aussi au niveau africain, parce qu'il y a des mouvements similaires au Sénégal où ça fleurit un peu plus tôt, mais aussi au Burkina Faso où on a eu certains éclats. Et voilà, un RDC, la jeunesse, cet espoir ou l'espoir finalement... l'espoir en tout le monde, l'espoir qu'affiche tout le monde pour voir le Congo demain aller bien. Voilà, merci. J'aimerais commencer ma réponse à votre question par rapport au postulat posé par Lumumba le jour de l'accession de notre pays à son indépendance entre guillemets. Voilà, Lumumba avait peint un tableau sombre de la situation dans laquelle vivait la population congolaise de l'époque. Il a dit, entre autres, je cite, « Nous avons connu un travail harassant en échange d'un salaire de misère qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni d'élever nos enfants comme étant des êtres chers. » Voilà. Mais aujourd'hui, encore plus de 60 ans, nous continuons à vivre dans la même situation-là. Autrement, alors, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, c'est quoi le vrai problème du Congolais? Le vrai problème de notre pays, c'est l'homme congolais, en fait. On n'a pas, depuis l'époque des pères fondateurs, ceux qui ont eu l'indépendance de notre pays, on n'a pas eu des dirigeants, des hommes de conviction, des hommes qui ont une vision pour le pays et des hommes ayant de vraies ambitions pour leur population. Beaucoup de nos politiciens aujourd'hui se servent de la politique comme une ascension sociale. Bon, quelqu'un qui était pauvre, qui marchait à vélo, dès qu'il est président, il roule sur des 4x4, dernier cri et tout. Et tout ça là, au détriment de la population. Le paradoxe que nous constatons aujourd'hui, là je vais rejoindre un peu M. Costa. Nous vivons, par exemple, nous Congolais, nous vivons dans un pays qui est potentiellement riche, mais curieusement, la population est extrêmement pauvre. Ces paradoxes-là nous poussent à réfléchir. Alors, on constate que c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Or, la gouvernance est incarnée par qui? Par des hommes. En parlant de la corruption, comme a dit la dame, la corruption a tellement gangréné notre pays à un niveau où on ne sait plus, partant de la base jusqu'au sommet. Voilà, quant à dire maintenant, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Je vais commencer par ce qui ne marche pas. Je dirais le mal est profond. Dans tous les domaines de la vie du Congolais, le mal est là, le mal est présent, le mal est profond. Donc tout est à refaire. Tout à refaire. Alors qu'est-ce qui marche? Il y a de l'espoir. Les jeunes prennent de plus en plus conscience, puisqu'il y a quelqu'un qui a dit que chaque génération doit découvrir sa mission et prendre la ferme décision de l'accomplir ou de la trahir. Je crois que de plus en plus la jeunesse congolaise et la jeunesse de l'Afrique partout prend conscience de leurs responsabilités et assument cette responsabilité-là. Ils travaillent pour accomplir. Cette fois-là, on dirait que le problème, c'est l'homme africain ou c'est l'homme congolais, puisque peut convenir en tant que mode de gestion pour des populations africaines. Mais regardez de ce côté-là, Maître Jeanne, à propos, par exemple, de ce que la société civile exprime. Et tous ici, on vient d'exprimer nos attentes. On voudrait que ce Congo s'améliore, qu'on vive dans un Congo où il n'y a pas de corruption, un Congo où tout le monde peut aspirer à des mêmes
opportunités, avec les mêmes chances, sans qu'on sente que celui-là, il est favorisé, l'autre défavorisé. Il y a 3 jours, j'ai discuté avec des gens que j'ai rencontrés au hasard dans un taxi. Eh bien, ils étaient pratiquement négatifs dans leurs propos. Bien, non, ça ne va pas, vous regardez... Quand il y a des opportunités, c'est des ministres qui donnent ça à leurs enfants. Quand il y a ceci, on donne à des proches et c'est rare que tout le monde, des gens inconnus, en bénéficient. J'ai essayé de leur dire qu'il faut oser, qu'il faut essayer, parce que parfois, on ne veut pas se lancer, on ne veut pas se battre en pensant que c'est clos alors que c'est ouvert et que chacun a une opportunité. Alors, est-ce qu'on ne risque pas de rentrer finalement dans un piège? Et ici, le problème, c'est nous avons ces attentes qui viennent d'être exprimées. Plutôt que de rester dans le négatif, dans la négativité, on dit bien c'est pourri, c'est foutu, c'est perdu d'avance. Mais nous avons quand même des attentes comme un espoir, l'espoir que demain ça va marcher. Mais c'est quoi? Dans une Afrique en situation économique difficile, dans un Congo en situation sécuritaire et difficile, on a l'impression qu'il y a des urgences partout. La question que je vous pose, Maître Jeanne, ici, c'est quelles sont ces urgences? Parmi les urgences qui constituent les attentes, ce que nous pouvons espérer de nos dirigeants ou d'un nouveau mode ou des nouveaux modes de gestion. Merci beaucoup pour la question, mais je souhaiterais d'abord placer un petit mot par rapport à ce que M. Costa a dit tout à l'heure, la relation entre les dirigeants et les dirigés. Nos dirigeants doivent imprimer dans leur manière de faire les choses ou de conduire notre pays la notion de la redevabilité. Le moment où ils vont prendre conscience que nous sommes là au service de notre population, de notre pays, c'est quand la relation de confiance va s'installer. Et aussi la situation en Afrique. C'est vrai, la pauvreté est partout, pas seulement en Afrique. La situation en Afrique n'est pas la même dans tous les pays. Il y a des pays qui, aujourd'hui, sont en train d'attaquer, je parle du côté développement, économie, même les vieilles économies en Europe. Je peux prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Éthiopie, où on voit le taux de croissance chaque année très élevé. Et vous allez voir dans ce pays, ils ont donné une place de choix à la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, comme l'a dit M. Costa, elle est créative. Nous ne sommes plus dans l'ancienne jeunesse qui se disait « je dois amasser autant de diplômes, autant de connaissances pour trouver ma place dans la société ». La jeunesse d'aujourd'hui a compris que le plus grand problème de la jeunesse de manière générale en Afrique, c'est la pauvreté et le chômage. Comment maintenant bannir ou changer la situation? Donc nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui nous tous, nous utilisons le M-Pesa, Airtel Money et tout. C'est l'œuvre des jeunes Africains. Donc, quand on dit qu'il y a de l'espoir, il n'y a pas seulement de l'espoir, nous croisons les bras en train d'observer ce qui se passe à travers le monde. Nous sommes réellement en train de travailler pour que les choses changent. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ici même chez nous, il y a des jeunes qui ont monté des téléphones, des smartphones. Il y a beaucoup de choses que les jeunes sont en train de faire. Donc la situation n'est pas... Moi, je ne pense pas que la situation est la même. Ailleurs, il y a les politiques où le système a appuyé à ce que les jeunes puissent s'épanouir. Je donne l'exemple du Rwanda. Au Rwanda, aujourd'hui, les jeunes ont accès facilement à l'argent, à un crédit à la banque. Alors, mais dans tous ces cas, qu'il s'agisse des jeunes Kenyans, Sud-Africains ou Rwandais, on va reconnaître un fait, c'est qu'il y a un minimum garanti par les pouvoirs publics, mais ça rentre justement dans des modes de gestion. Comment on gère les politiques d'emploi ou de créativité? Il va falloir qu'un substrat soit garanti, qu'une infrastructure ait lieu. C'est par exemple un Internet haut débit et moins cher. Et ça fait partir beaucoup de jeunes Congolais au Kenya, justement parce qu'ils ont besoin de créer leurs entreprises là-bas. Et c'est garanti. Vous voulez lancer une entreprise au Kenya, on vous donne certaines faveurs que certains Congolais que moi je connais n'ont pas trouvé dans leur propre pays et sont allés chercher au Kenya. Du coup, quand on parle de mode de gestion, n'est-ce pas là qu'il y a un niveau d'engagement, soit au niveau de la société civile, des organisations de la jeunesse, aller
bousculer pour qu'on obtienne certaines garanties, certains engagements, investissements précisément, ou alors que l'on compte sur d'autres apports qui peuvent être extérieurs, mais là, on va y arriver. Donc, pour revenir à la question que je posais, mais je suis tout à fait d'accord avec le propos que vous soutenez tout à l'heure, et ça revient au moins à une réalité, c'est que nous espérons au moins qu'on puisse avancer, parce que les initiatives que vous citez, elles sont éparses, elles ne sont pas très générales. C'est des initiatives des jeunes brillants. Vous, personnellement, vous faites ceci, vous faites cela, c'est de l'initiative, vous battez pour obtenir. Mais ce ne sont pas les mêmes opportunités pour plusieurs jeunes. Or, ici, on a justement besoin que fleurissent en Afrique ce genre d'initiative, que ce ne soit pas désormais 2-3 personnes, mais que ce soit beaucoup. Beaucoup, de sorte que ça crée des emplois, que ça crée de l'espoir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les lois existent. L'année avant l'ascension au pouvoir du nouveau président, nous connaissons tous la loi sur la sous-traitance, oui, qui est un mécanisme qui permet aujourd'hui aux jeunes Congolais de créer des entreprises et d'avoir des partenaires ou des associés, ainsi de suite. Les lois existent. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là pour permettre à ce que les jeunes sortent de la pauvreté. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, comme je l'ai dit, la corruption et la bonne volonté de nos politiques. Il faut lutter contre ça. Nous luttons et nous poussons dans ce sens-là. Nous ne gardons pas les bras croisés. Il faut sensibiliser, mobiliser les jeunes, vulgariser des messages pour que les jeunes, au fur et à mesure que nous avançons, que nous puissions avoir quand même un grand nombre de jeunes qui prennent conscience qu'il y a moyen de changer les choses. Les lois sont là, mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Et voilà, et c'est justement là, Costa Chinzam, quand on regarde, on suit bien l'évolution de la réflexion de Maître Jean ici, c'est que, bien, d'accord, il y a quand même quelque chose qui est fait, il y a quand même cet espoir qui naît, mais maintenant, on commence par où, on fait quoi? C'est la question que je pose, puisque quand on regarde l'Afrique, le Congo précisément aujourd'hui, nous avons des situations économiques pas très intéressantes, situations sécuritaires pratiquement déplorables dans plusieurs régions et qui d'ailleurs qui fait peur à certaines initiatives ou à certains investissements. Et quand on regarde ce Congo ainsi dessiné, quelles sont les urgences? On a l'impression que tout est urgent, mais dans l'urgence, c'est quoi l'urgence selon vous? Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le propos tenu par Maître Jean Matambo. Quand je regarde la situation particulière du Congo, je me dis nous avons des urgences. Et parmi ces urgences, dans un pays qui a adopté un mode de gestion qui est né d'ailleurs, que nous appelons démocratie aujourd'hui, un pays qui se veut démocratique comme le nôtre a des urgences. Et la première urgence, c'est de combattre tout ce qui influe négativement sur la démocratie. Autrement dit, je vais les énumérer. J'ai réussi à en retenir 3. La première force négative qui influe négativement sur la démocratie telle que nous la voulons chez nous, ce sont les inégalités. Et les inégalités, ça crée des sérieux problèmes dans une société comme la nôtre. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous pensez à la richesse, à la pauvreté ou à l'accès aux emplois? Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines, je vais prendre par exemple la redistribution des richesses. Tout à l'heure, Maître Jean Matambo a parlé de la place de la jeunesse. Mais dans notre pays, il y a des inégalités quant à la question du genre, par exemple. Aujourd'hui, on se dit on va donner, je crois que c'est l'ancien régime qui a pris la décision du quota de 30%, je pense. 30% dans les institutions de prise de décision pour la femme. C'est une situation qui ne peut pas nous aider à avancer. Pourquoi? Parce que nous avons une femme forte dans notre pays. Nous avons une femme créative. Mais si nous la réduisons seulement à 30%, ça ne va pas, c'est un problème. Donc les inégalités posent problème et un problème sérieux dans notre pays.
au regard seulement des inégalités du genre, même par rapport à l'éducation de l'enfant, c'est déjà un problème. Tout commence par là. Et donc, dans un pays qui veut changer sa situation aujourd'hui, il est important de combattre ces inégalités-là. Inégalités aussi en termes de perception de ce que j'ai appelé une dichotomie entre ceux qui nous dirigent et nous autres qui sommes dirigés. Et donc, du coup, on n'est pas interconnectés. On vit comme dans deux mondes parallèles. Ça, c'est aussi un autre problème. Et donc, le deuxième élément que nous devons combattre, c'est le fait toujours de penser que c'est le consensus qui fait la chose. Je m'explique. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez, on a tendance à croire que le fait que tout le monde soit d'accord avec une situation, ça fait que la situation est bonne. Pas forcément. On peut être d'accord avec une situation, mais est-ce qu'on a écouté les voix de tout le monde ? Concrètement, oui, concrètement, pour moi, il est important aujourd'hui parce que c'est quoi finalement la démocratie ? La démocratie, elle se fonde sur le principe de la compréhension de la société. Et la société, c'est un ensemble d'individus. D'accord ? Et dans ces individus-là, on doit, si on veut arriver au consensus, on doit écouter les voix de tout le monde. Que pense la femme ? Que pense la jeunesse ? Que pensent nos seniors ? Que pensent nos militaires? Que pense telle ou telle autre catégorie des gens? À ce moment-là, on arrive à trouver des idées qui nous ressemblent, sur base des choses qui nous ressemblent. Est-ce que ce n'est pas plutôt ce qui est en train d'être fait? Parce qu'on va plutôt dans le sens de la voix de la majorité. Mais ça signifie aussi que... il y a une minorité qu'il faut considérer, depuis Mobutu d'ailleurs, bon, même si Mobutu a écrasé pratiquement des voix dissonantes, mais depuis que Mobutu n'est plus là, et d'ailleurs même avant qu'il ne parte, on a vu de plus en plus depuis 1990 émerger la voix dissonante, la critique, l'opposition pratiquement. Et ça continue sous Joseph Kabila, sous Laurent Désiré Kabila. Il y avait Étienne Tshisekedi qui a continué à lui dire « mais attention ici, ça ne va pas ». Et sous Joseph Kabila, il y a eu Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, ainsi de suite. Eh bien, la voix contraire, elle est là. Est-ce que vous voulez dire finalement qu'il faut un consensus absolu ou dire plutôt que, bien les gars, vous qui dirigez, ne vous sentez pas obligés de mettre tout le monde d'accord derrière vous pour faire des bonnes choses? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'inventer des lois qui nous ressemblent. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous regardez, Maître Jeanne l'a dit ici, ce ne sont pas les lois qui manquent. Le problème, c'est est-ce que nous nous retrouvons dans ces lois-là? Tu sais, le vrai problème, ce qui fait que nous ne puissions pas nous retrouver dedans, c'est que ce sont des lois faites pour nous, mais nous ne sommes pas consultés à la base de la création de ces lois-là. Autrement, vous dites, bien, la démocratie, c'est une bonne chose, vous avez commencé par là, mais parfois, nous pouvons foncer. C'est ça. Foncer sans mettre tout le monde d'accord. Justement, mais il faudrait que la population pour laquelle vous créez une loi puisse être partie prenante dans tout le processus de création de la loi. C'est très important. Parce que si vous me dites aujourd'hui, il y a un principe de droit que j'aime pas, qui dit, je ne sais pas d'où Alex, c'est de l'ex. Non, attends, si ce n'est pas ça, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Comment voulez-vous que ce garçon qui vit à Kanyabayonga, je ne sais pas où, dans un endroit sinistré, qui n'a accès à rien, puisse être au courant que vous, aujourd'hui, vous avez voté une loi qui dit que la représentativité des femmes, c'est à hauteur de 30%. Tu vois? Donc, il y a un sérieux problème de communication, mais aussi d'appropriation de nos lois qui sont censées nous régir. Donc, au niveau de la gouvernance, il va falloir donc qu'on puisse aller vers des lois calquées sur nos réalités. Sur nos réalités, des lois qui nous ressemblent simplement. Mais il y a un élément important aujourd'hui qu'il faut aussi bannir, qui, à mon avis, influe négativement sur la démocratie. Il faut qu'on arrive à... Il faut bannir l'indissociabilité du politique et du religieux. Il faudrait aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, un pays qui se veut laïque, que ces deux pouvoirs soient séparés.
que la religion soit en dehors de ce qui est politique. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est le cas, on va le dire, mais quand on regarde de plus près, aujourd'hui, les hommes d'église prennent de plus en plus de place dans la prise des décisions de politique. Aujourd'hui, vous avez partout la voix des hommes de Dieu compte. Est-ce que ça ne devrait pas rentrer dans les libertés publiques, les libertés citoyennes, puisque la diversité religieuse ou la liberté religieuse, c'est aussi un élément de la démocratie? Oui, c'est un élément de la démocratie, je suis tout à fait d'accord, mais ce que je ne veux pas, c'est cette influence-là. Il faudrait que l'on arrive à dissocier l'État de la religion. C'est très important à mon avis. Merci beaucoup, mais justement, moi, il me semble justement que là, la question religieuse est plutôt instrumentalisée. C'est des manipulations politiques, ce sont des politiques qui vont manipuler des religions à leur guise parce qu'ils savent que les religieux, ils mobilisent de plus en plus de gens. Mais aussi des religieux qui se laissent manipuler par des politiques. Et on sait pourquoi, parce que voilà. Ce sont les politiques qui ont de l'argent. Et il n'y a pas que des religieux qui se font manipuler, maintenant même les scientifiques, il faut les voir agir. Parfois on est perdu, on tombe des nues. Il faut voir aussi des hommes des médias et des femmes des médias. Bien, pratiquement, si on va rester sur cette lancée-là, on se rendra compte justement que c'est des problèmes qui disent un peu où en est la société congolaise. Mais puisqu'il faut progresser dans ce débat, aujourd'hui, je ne sais pas, avant peut-être que je me pose une nouvelle question, vous vouliez réagir, monsieur Kilunda, sur la question tout à l'heure, les urgences. Dans ces urgences que le Congo vit, c'est quoi pour vous? Voilà. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire un mot par rapport à ce que la dame a dit. Il y a un proverbe africain qui dit « Le tam-tam qui résonne au-dessus de la montagne a toujours un son agréable ». Nous pensons que ce qui se passe dans d'autres pays est mieux que ce qui se passe chez nous. Quand on a parlé de la situation de l'Afrique dans son entièreté, et là, pensez peut-être qu'il faut dissocier la situation de la RDC à celle du reste de l'Afrique. Il suffit seulement de voir le nombre de jeunes qui tentent l'aventure de la traversée de la Méditerranée pour vous rendre compte que partout en Afrique, il y a des sérieux problèmes. C'est vrai, il y a des initiatives qui sont prises à la volée, mais dans l'ensemble de la population, il y a des problèmes sérieux. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport aux urgences, je crois que dans notre pays, tout est urgent. Mais même dans les urgences, il y a des priorités. Justement, et c'est quoi qui est prioritaire dans ces urgences? Dans notre pays, priorité, c'est des réformes sérieuses et ambitieuses. Déjà dans notre pays. Réforme de quoi? Des institutions publiques. D'abord, voyez-vous, parlons d'abord de la situation sécuritaire. Puisque sans sécurité, sans paix, on ne parlera pas de développement, on ne parlera pas de quoi que ce soit. Même si sans paix, des gens s'enrichissent. De quelle manière ils s'enrichissent? Des individus qui tirent profit de l'insécurité. Ils s'enrichissent de quelle manière? Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. D'accord, sécurité. C'est la loi de la nature, voilà. Parlant de la situation sécuritaire d'abord dans notre pays, il faut qu'il y ait des réformes sérieuses. Il faut qu'il y ait des réformes sérieuses. Maintenant, des institutions. La dame a parlé ici, il y a des jeunes qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas à se retrouver dans la vie. Pourquoi? Le mérite n'est pas la seule condition pour accéder au succès. Nous déplorons le clientélisme dans notre pays. Nous déplorons le fanatisme aujourd'hui. Voyez-vous, il suffit d'être militant d'un tel ou tel autre parti politique pour accéder à des responsabilités. Que vous ayez des mérites ou que vous n'en ayez pas, vous arrivez au pouvoir. Les exemples sont les gens, des gens qui font la honte de notre pays, des gens qui ont accédé à des responsabilités, mais qui acquisent une incompétence notoire. Une incompétence notoire. Mais peut-être parce que quand on les a recrutés, on avait besoin des porteurs de drapeaux. Et vous n'êtes pas porteur de drapeaux. Et c'est là que quelqu'un me dit, c'est un ami qui est français qui me dit, Didier, va dire aux jeunes intelligents de ton pays d'entrer en politique. Les grandes décisions se prennent en politique. Mais si vous restez en train de critiquer, vous êtes à l'écart. Bon, ceux qui portent les drapeaux, quand ils ont beaucoup lutté, un jour ils arrivent au pouvoir, ce sont eux qui prennent le pouvoir et vous allez rester dans votre coin en train de critiquer. Voilà, c'est pour ça que nous parlons des réformes. Il faut qu'il y ait des efforts, mais il faut que les gens qui accèdent à des postes de responsabilité soient recrutés sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance politique, tribale ou quoi que ce soit.
C'est ça qui va développer notre pays. C'est ça qui va changer les choses dans notre pays. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, Maître Jean, vous voulez réagir, je vois? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon co-débatteur juste à côté. Il parle de réforme. Oui, c'est bien. Il parle de politique. Il faut entrer en politique, comme vous l'avez dit. Mais c'est parmi les maux de ce pays. Nous avons tout politisé. Tout politisé. C'est ça même la source du favoritisme, de tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de compétences, de méritocratie, ainsi de suite. Pourquoi nous ne mettons pas en avant la connaissance et l'expertise des autres? Tout simplement parce que nous avons tout politisé. Même les entreprises publiques sont politisées. Vous ne pouvez pas avoir un poste de responsabilité dans ce pays si vous ne faites pas partie d'un parti politique quelconque qui est majoritaire au pouvoir. Ce qui tue ce pays, c'est ça. Je ne pense pas que prendre toute la société en politique, où nous tous nous soyons militants ou aspirants dans ça, ça va changer quelque chose. Non. Sûrement, ce serait une folie de rêver à faire politiser tout, mais vous avez tout à fait raison parce que nous avons tout politisé. Mais s'il faut dire aux jeunes, je parle précisément des jeunes qui ont de la compétence, ils doivent entrer aussi en politique parce que s'ils se réservent, puisque la politique elle-même est tombée jusqu'au bas degré, on va dire, bien, ça ne donne plus envie de faire la politique. Comme ça, tous ceux qui ont de la matière, tous ceux qui ont de la compétence se réservent, ne veulent plus entrer. Vous allez laisser la politique à qui? Non, mais il faut faire la part des choses. Ce qui change un pays ou qui amène au développement, ce n'est pas faire des lois ou être en cravate dans un bureau climatisé. C'est le travail. C'est le travail qui va apporter un réel changement. Et si nous ne travaillons pas, nous passons notre temps à chanter comme à l'époque de Mobutu et passer notre temps à louer les hommes politiques. Nous resterons, nous connaîtrons ces situations encore des années et des années. Donc, aussi longtemps que vous avez parlé de priorité, il a parlé de la sécurité et de la paix. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que la paix revienne sur toute l'étendue de notre pays. Et en plus, ça permet à ce que nous, par exemple, moi je suis avocate, je reste dans ce que je suis en train de faire, le petit commerçant peut vendre tranquillement, même jusqu'à 21h, 22h, sans se faire inquiéter. Celui qui est maçon, architecte ou charpentier, il fait son travail calmement. C'est ce qui peut amener un réel changement dans notre pays. Ce n'est pas passer le temps à discuter de politique ou passer le temps à débattre qui est Félix, FCC ou Cash ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ce qui va apporter un réel changement dans ce pays. C'est le travail. Et le travail ne peut être fait que quand nous sommes en paix et en sécurité. Justement, il va falloir que les gens travaillent, même si ceux qui sont en politique travaillent aussi, hein. Développer des stratégies. Non, mais au Congo, on ne peut pas Sauf dire si vous voulez parler du travail physique, manuel, c'est-à-dire aller cultiver. Oui, c'est très important que le Congo cultive pour qu'on nourrisse les gens. Comment on va se développer si les gens sont incapables même de manger? Nous avons à un moment avoisiné les 40-50 $ pour un sac de farine de 25 kg. Vous allez prendre 50 $ pour la bouffe qui va prendre 2 semaines. C'est une folie. Non, mais nos politiques... Alors, tout ça parce que nous devons acheter tout. Hein. Mais maintenant, la question, je vais revenir encore à vous, Prince Kilunda. Bien, quand on regarde aujourd'hui les sociétés ne vivent pas en autarcie. Il n'y a plus des sociétés qui vivent réservées dans leur propre coin. Les sociétés connaissent des pénétrations, des relations plus ou moins serrées, parfois très serrées. Et est-ce que dans le cadre des relations internationales, des coopérations entre la RDC et la France, par exemple, est-ce qu'on peut envisager de créer de nouvelles relations de confiance? De nouvelles relations, je dis bien, parce que des relations existent. Alors si on devrait envisager de nouvelles relations basées sur la confiance, la collaboration donnant-donnant, ça devrait ressembler concrètement à quoi pour vous? Voilà, déjà aujourd'hui on parle de la mondialisation. Aucun pays ne vit en vase clos. C'est important ce genre de coopération, mais nous devons noter qu'aucun pays n'a été développé sur base de ça.
Aucun pays au monde, à moins que vous me donnez des exemples, un pays qui a été développé sur base des coopérations, aide, tous ces trucs-là, machin. On sait néanmoins qu'après la guerre mondiale, les États-Unis ont apporté leur soutien. Je ne dirais pas que les États-Unis sont venus développer l'Europe, mais ont apporté leur soutien aux efforts en Occident. Déjà, on ne développe pas, on se développe. Hein? On ne développe pas quelqu'un, mais on se développe. Voilà. Parlant de ça, je crois que les nouvelles coopérations que nous devons avoir avec la France plus particulièrement, c'est des coopérations qui sont basées sur les vrais problèmes de nos sociétés. Par exemple? Nous voyons par exemple, nous avons des minéraux dans notre pays, par exemple ici au Katanga. Mais allez-y voir là où on exploite ces minéraux, les conditions dans lesquelles nos populations vivent. C'est déplorable. Pourquoi pas la France, qui est plus industrialisée que la RDC, puisse venir, par exemple, implanter les usines de transformation ici dans notre pays. Ça va faciliter, les jeunes auront de l'emploi, il y aura la circulation de l'argent dans des communautés où sont exploités ce genre de minéraux. Alors, nous avons besoin de ce genre de coopération gagnant-gagnant, puisque depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, si vous observez toutes les coopérations que nous avons eues dans notre pays, vous avez l'impression que les autres gagnent plus que nous-mêmes. Alors, je ne vais pas vous sortir du débat, mais je vais oser quelque chose. J'ai discuté au cours d'un voyage avec un Malien, alors qui va dire, mais vous les Congolais, vous faites quoi maintenant? Vous laissez, je suis désolé, mais vous laissez trop les Chinois prendre le dessus dans votre pays. Il était dans une société quelque part autour de Lubumbashi. Il dit, mais ce que je vois faire ces gens-là, ça ne va pas. Même les Occidentaux ne faisaient pas ça. Eux, au moins, respectaient les droits humains, en tout cas, ou respectent les droits humains. Et eh bien, quand on va rester dans cette coopération, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que ça continue à aller. J'ai parlé tantôt des dirigeants qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ambition pour leur population. Ce sont ces genres de dirigeants-là qui signent ces genres d'accords avec les expatriés. Et nous, on fait quoi en tant que société civile? En tant que société civile, je crois que nous avons une très grande responsabilité. Première responsabilité, c'est de sensibiliser la population, à prendre d'abord conscience de leur véritable pouvoir. Mon frère ici aime beaucoup trop parler de la démocratie, même si elle est à mal dans notre pays. Mais dans la démocratie, on dit que c'est le pouvoir au peuple. Donc le peuple a beaucoup plus de pouvoir que ce que nous voyons là. Les jours où il y a un ami dans la louche qui aime dire qu'on n'a pas besoin de politiciens sérieux dans ce pays, mais on a besoin d'une population exigeante. Nous devons contraindre. Alors concrètement, oui, justement, nous devons concrètement, vous faites quoi en tant que politiciens lucha pour que cette population soit sérieuse? Nous sensibilisons, nous passons dans... Il faut, vous savez, c'est Sankara qui disait, on ne peut pas mener une lutte si on n'est pas éduqué. Le point de départ de toute lutte, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation des masses. Voyez-vous? Donc, le peuple doit devenir plus exigeant vis-à-vis des dirigeants. Nous voyons lors des campagnes, ils viennent parce qu'ils savent que c'est nous qui détenons les véritables pouvoirs. Mais une fois aux affaires, ils nous tournent les dos. Ils roulent désormais sur des voitures, comment dirais-je, sur des grosses voitures qui roulent à vive allure, mais on ne sent rien concrètement. Ils se coupent de la société. Alors, dans ce contexte, Maître Jeanne, où les pays sont plutôt en train de collaborer, d'établir des contacts, des relations, des interactions, et ne vivent plus en vase clos, est-ce qu'il est envisageable, je pose la même question, dans le cadre, par exemple, de la coopération entre la RDC et la France, d'envisager de nouveaux modes de coopération, de nouvelles coopérations basées sur le fait que tout le monde gagne, concrètement? Oui, c'est possible. Je sais que la France tient beaucoup à la bonne gouvernance. C'est parmi, même, je pense, son plus grand combat dans notre pays, la bonne gouvernance. Mais je pense que la France peut beaucoup plus apporter à notre pays. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes d'abord un pays francophone. Le plus grand pays francophone, en fait, où il y a un grand nombre de populations qui parlent la langue française. Donc, je pense que la France peut s'impliquer réellement dans la formation. Au Congo, nous avons besoin de l'expertise dans beaucoup de domaines. Il y a beaucoup d'insuffisances. C'est vrai, les lois existent. Si on avait évoqué tout à l'heure la loi sur la sous-traitance, ce qui pose problème, c'est quoi? Manque de capitaux et manque d'expertise.
la France peut apporter cette expertise dans ce pays. Donc, nous doter soit de formation ou permettre à ce que les jeunes Congolais partent se former en France pour acquérir cette expertise. Hormis cela, je pense qu'il y a aussi le point environnemental. Nous avons une grande richesse de ce côté-là. Vous avez vu tous les fonds qui ont été alloués à notre pays pour conserver notre faune, je pense. Donc, je sais que la France tient beaucoup plus aussi aux questions environnementales. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble pour que la planète profite de cette richesse. Depuis pratiquement la COP 21, elle tient le lead dans plusieurs luttes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de déboisement. Nous avons vu tout le monde ici s'est transformé, les pasteurs, les avocats, les magistrats, tous se lancer dans l'exploitation du bois rouge. Mais si nous faisons cela, parce qu'on s'est dit, c'est nos ressources, nous devons en bénéficier. Mais il y a un moyen pour que la population locale, nous puissions vivre décemment, mais tout en respectant notre forêt. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir un vrai apport de la France, particulièrement à notre pays. Oui, des coopératives, oui, nous voulons bien, mais nous ne voulons pas les endettements. Alors, ouais. Donc, vous voulez qu'on puisse coopérer, mais qu'on ne se fasse pas encore de nouvelles dettes. Oui, parce qu'ils ont besoin que nous puissions garder notre forêt. Il faut nous nourrir pour que nous ne puissions pas tenter de couper les bois. Oui, Prince. J'aimerais placer un mot par rapport à ce que la dame dit. Voilà. Madame, vous êtes avocate, sûrement vous le savez. Dans les relations entre les États, les amitiés n'existent pas. Ce ne sont que des intérêts. Donc, tout ce que vous demandez à la France, ne pensez pas que ça sera gratuit. C'est un échange de quelque chose. Donc, attendez-vous à ce que vous soyez super endetté. Oui, puisque c'est le cas selon vous. S'il vous plaît, M. Didier, je sais que la France, avec sa marque, si je ne me trompe pas, Citroën, Peugeot, ils auront besoin de batteries électriques. Puisque on va vers ça, des véhicules de plus en plus électriques et qui consomment moins de carburant. Donc, ils auront besoin, à un moment donné, de venir exploiter nos minéraux. Alors, cette fois-là, il y a toujours moyen qu'on puisse faire des échanges. Mais justement, puisque ici je parlais des coopérations gagnant-gagnant, donnant-donnant, alors c'est justement, à mon avis, au Congo, de définir qu'est-ce qui est prioritaire. Et tout à l'heure, nous avons posé la question de savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, dans nos priorités, et on a parlé ici de la sécurité. Alors, par exemple, sur le chapitre de la sécurité, Maître Jean, je reviens vers vous, Costa, sur le chapitre de la sécurité, on peut, par exemple, demander à la France, qui est aussi une puissance militaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La France peut intervenir concrètement, par exemple, et le président Félix Tshisekedi, on l'a vu à l'Élysée il y a un mois ou deux, parler aussi de la sécurité. Cette fois-là, on va dire, mais venez nous aider, eh bien, on va voir de quelle manière on peut se mettre d'accord pour que ça profite à la France après, mais nous, qu'on mette fin à cette insécurité qui ne nous permet pas d'avancer. Par exemple, mais Maître Jean ici parle de l'environnement. L'Afrique a choisi pratiquement la politique de l'adaptation au changement climatique, parce que si on va sur la piste de l'atténuation, c'est encore plus coûteux, il faut de gros montants, mais il faut aussi des grosses connaissances, des grosses technologies pour lutter contre ça. Et donc, adaptation au changement climatique, on va dire, bien, l'Afrique peut être aussi soutenue, le Congo peut être soutenu concrètement. Et vous voyez les choses comme ça, Costa? J'en ai marre que l'on puisse à chaque fois amener l'Afrique là où elle n'a pas besoin d'être. C'est vrai, je suis d'accord qu'aujourd'hui on ne peut pas s'enfermer dans notre petite bulle, vivre en autarcie. On a besoin d'être des autres dans un monde gros village, dans un monde interconnecté. Mais attention, il faut savoir qu'il n'appartient pas à la France de venir améliorer nos conditions de vie. Ce n'est pas la mission de la France, ce n'est pas sa vision. La France, ou les dirigeants français, ils sont là pour les intérêts de la France, pour les intérêts de leur population.
Mais maintenant, aujourd'hui, vous parlez de la coopération militaire. Oui, mais je ne refuse pas, on a besoin du voisin pour ce qu'il a. Mais attendez, Aimé Césaire disait ceci, pour être universel, il faut admettre que l'on est d'abord nègre. Tu sais, la mondialisation aujourd'hui, c'est un rendez-vous, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Les Africains me donnent l'impression d'être pressés d'aller à ce rendez-vous-là. Mais avant d'aller à ce rendez-vous, il faut se demander qu'est-ce que je vais apporter ? Qu'est-ce que je prépare pour aller amener à ce rendez-vous-là? C'est un concert en fait. C'est même ça, la pensée senghorienne. Senghor voudrait que dans ce rendez-vous, on donne avant de recevoir. Je donne avant de recevoir. Parce que justement, la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ce que moi je pense, aujourd'hui, Maître Jeanne vient de parler de la francophonie. Attendez, aujourd'hui, la francophonie, c'est au-delà de la langue française. La francophonie, aujourd'hui, qui la dirige? C'est Mushikiwa Boele de quel pays? Un pays qui a dit non aux Français. Aujourd'hui, le Rwanda est anglophone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la francophonie, elle est au-delà de cette limite de la langue française. Mais ce qui est important, c'est que... on ne devrait pas oublier que par son essence, elle est d'abord... culturelle, la francophonie, même si de plus en plus elle se politise. Elle se politise, et tu le dis, c'est pas moi qui te le fais dire, ça veut dire qu'il y a des choses pas toujours bonnes à prendre. Moi, ce que je voudrais, c'est que les Africains, ils ont le droit d'aller à ce rendez-vous-là, mais ils doivent définir d'abord leur propre identité. Aujourd'hui, tu parles des Chinois qui viennent, ton ami t'a dit que les Chinois vont tout vous prendre et tout ça. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes dès ce que nous sommes? Aujourd'hui, nous, Congolais, sur ce plateau, on est en train de se battre. Moluba, Kassai, Rund, et ainsi de suite. Nous sommes enfermés dans le tribalisme alors que... Heureusement, ce n'est pas arrivé nous sur ce plateau. Hein. Nous laissons notre pays entre les mains des autres. Ce que moi je pense, c'est que tant que nous ne serons pas unis, et même dans ce rendez-vous-là de mondialisation, notre présence n'a rien à foutre. Aujourd'hui, tu parles du combat contre le climat et tout ça. Mais ok, je veux bien que l'Afrique prenne part à ce débat. Mais l'Afrique, sa voix, elle pèse à combien? Quel est le poids de la voix de l'Afrique? Déjà, quand tu regardes, l'Afrique ne pollue pas plus que tous les autres pays. Et donc, les grands pollueurs, c'est des grands décideurs. La voix de l'Afrique, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la voix des États-Unis? Justement, Costa, ça veut dire que pour moi... Au niveau climatique, le problème, c'est que l'Afrique est plutôt attentiste. J'étais à la COP 22 à Marrakech. Il fallait voir dans les milieux africains, les gens, les discussions tournaient autour des 100 milliards de dollars promis à l'Afrique à la COP 21 parce que ça sentait beaucoup d'argent. Mais il n'y avait pas de propositions beaucoup plus concrètes. Les forêts sont vos forêts. Les dégradations que nous subissons, ce ne sont pas les Américains ou les Français qui les subissent. Il appartient aux Africains justement de se battre au départ pour que les autres viennent dans une coopération apporter de l'aide. Mais c'est tout le problème de toutes ces COP-là. Dans toutes ces COP, on parle de quoi? On parle que de l'argent. Mon ami Alexandre le disait, il a dit, et comment l'Angoli copa, tu vois, donc à un moment donné, on va dans un combat qu'on ne comprend pas. Le plus important aujourd'hui pour l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, elle a des ressources minières. Aujourd'hui, Maître Jeanne vient de parler de la voiture électrique. Les matières premières sont ici. Mais nous devons initier un débat, une réflexion autour de la gestion de nos matières pour que d'une seule voix, nous puissions savoir ce que nous allons dire dans ce rendez-vous-là. Ok, la France, elle a besoin de nous pour ces matières, mais qu'est-ce que nous pouvons exiger à la France? Mais aujourd'hui, nous sommes dans la posture des demandeurs. Et ceux qui demandent généralement, ils ne pèsent pas parce que la main qui donne, elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il faudrait donc, à mon humble avis, qu'on redéfinisse la compréhension même de ces échanges multilatéraux ou bilatéraux, je ne sais pas. La compréhension même de ces... vous appelez ça comment? De ces coopérations-là entre pays. Il faudrait que le Congo, au moment où il va dans ces discussions-là, puisse savoir pourquoi il y va et
pour quelle part? Il ne faut pas y aller parce que, ok, c'est la mondialisation, il faut qu'on y aille, mais vous y allez pourquoi alors que vous-même vous êtes divisés? Nous avons besoin d'être unis afin que notre voix compte. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et puisque nous parlons encore de la France précisément, on va rester là encore un instant. Il existe des organismes d'aide française, des organismes qui sont opérationnels encore ici au Congo, bien l'Agence française de développement et d'autres. Et parfois, on a l'impression que ces organismes ne sont pas très connus. Et peut-être on ne sait même pas au niveau de la société civile qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça fait concrètement. Et ici, on vient de parler encore de l'environnement, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire pour que ces aides soient beaucoup plus réelles, réellement au bénéfice de la société civile? Maître Jean. Merci. Heureusement, vous avez vous-même, vous l'avez bien dit. Peut-être ça existe, mais moi, je n'ai aucune idée. Mais je sais que l'Institut français est là, et surtout pour la promotion de la culture et la langue française. Voilà. Est-ce que la France s'implique réellement au niveau social, ainsi de suite? Ben, moi, peut-être ça existe, mais moi, je n'ai aucune idée. Non. Non. Si vous avez des informations concrètes, adresse et coordonnées, j'aimerais bien que vous me donniez juste après l'émission. Voilà. Alors, je vous ai parlé ici de l'Agence française de développement. Il y a aussi Poparco et d'autres encore en RDC. J'ai déjà entendu parler peut-être sur le réseau, mais de manière visible sur le terrain, non. Et bon, je comprends aussi, hein, je comprends. Je sais que notre ville, c'est juste une ville, c'est pas le capital de ce pays, mais bon, j'ai jamais vu à l'œuvre. Prince Kilunda? Ben, de même que moi, on entend souvent parler, mais concrètement, on n'a pas beaucoup d'informations sur ça. Voilà. Alors, mais quant à répondre à votre question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces aides-là puissent parvenir à la base, à la population, ben, moi je dirais qu'il faut aller vers cette population-là, connaître les vrais besoins de la population-là et agir directement. Parce que généralement, quand ça arrive au niveau du sommet, au niveau de nos autorités, ils détournent cet argent-là. Ça n'arrive même pas aux vrais bénéficiaires. Et puisque au début on a parlé de corruption, mais c'est des problèmes parfois qui sont réels. Il y a des aides qui, jusqu'ici, pendant longtemps, ont fonctionné au niveau intergouvernemental. Des gouvernements coopèrent entre eux et parfois ça n'arrivait pas au niveau des réels bénéficiaires. Et quand vous regardez au niveau international aujourd'hui, qu'il s'agisse des puissances étrangères ou des ONG internationales, la tendance plutôt est d'aller vers la société civile, vers les réels bénéficiaires pour qu'on puisse parler avec ceux-là, pour qu'en réalité, on parle, si c'est forer un puits d'eau, qu'on voit un puits d'eau foré quelque part, plutôt que de rester au niveau très élevé où on arrive chez un ministre dans un cabinet, à un ministère, des fonds sont déposés et puis on attend des rapports et peut-être on va sur le terrain, on ne trouve pas des réels impacts. Mais peut-être aussi qu'au niveau justement de cette coopération, il a subsisté des faiblesses et c'est ce que vous essayez de dire en disant je ne comprends pas, je ne connais pas, mais ça signifie aussi que quelque part la France ne s'est pas fait connaître davantage au Congo. Peut-être que dans d'autres pays, la France est beaucoup plus présente et ces organismes sont connus. Connue parce que la France est beaucoup plus active, mais c'est comme si au Congo, en RDC, la France était plutôt réservée. C'est peut-être aussi des phénomènes ou des éléments historiques. L'histoire peut expliquer comment on en est arrivé là, Costa Gézan. La France a un grand travail à faire pour faire connaître ses actions dans notre pays. Mais je voudrais revenir à la question de la gestion des fonds qui nous viennent de l'étranger. On a des exemples. L'ancien Premier ministre Matata, quand il prend la décision de dire que les fonds des ONG devraient passer par le gouvernement. Moi, j'étais membre, je travaillais pour une ONG et c'était l'arrêt de mort pour cette ONG. Parce que, tout simplement, les bailleurs ne voulaient pas que l'argent puisse emprunter ce circuit-là. Pourquoi? Parce que
vous avez épinglé le problème. Et donc, nous sommes toujours dans ce problème-là de confiance. C'est comme ça que, à l'entame de cette émission, je parlais du renouvellement de la confiance. Il faudrait qu'il y ait une confiance entre ces deux pôles-là pour que l'on puisse savoir exactement ce que nous voulons faire et comment le faire. Tout à l'heure, mon frère a dit il faut aller vers cette population-là. Vous avez un projet, vous voulez demander des fonds pour la population des Karsomé. Non, mais il faut la connaître, rapidement. Il faut connaître ses besoins. Il faut interroger cette population, qu'elle vous dise ses besoins. Comme ça, vous savez que cet argent sera alloué à tel besoin. C'est tout le problème dans notre pays. Et donc, c'est un problème de confiance qu'il va falloir résoudre. Alors, en conclusion, quel mode de gestion, de gouvernance qui puisse être profitable aux attentes, bénéfique aux attentes de la société civile. Alors je commence avec vous, Prince Kilunda, comme ça je vais conclure avec Maître Jeanne. Ce sera votre conclusion aussi. Ah, d'accord, merci. En guise de conclusion, moi je dirais que notre pays a besoin d'une gouvernance axée sur les résultats, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ces résultats-là doivent être au profit de l'intérêt général. Voilà, eh bien, peut-être que c'est arrivé. J'ai entendu dire qu'on a une nouvelle équipe gouvernementale où on attend justement des résultats. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Maître Jeanne. Attendons voir cette équipe à l'œuvre pour les juger. C'est entendu. Je pense que nous avons longtemps copié la démocratie, en fait, le mot de démocratie ou de bonne gouvernance calqué de l'Europe, et ce qui ne marche pas ici chez nous. J'ai aimé l'intervention de M. Costa quand il a dit nous devons être dans la réalité de notre pays. Des lois qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. Il y a aussi un problème de culture, il y a un problème de religion. Il faut qu'on puisse s'adapter. Nos lois et nos gouvernements doivent être dans une réalité parfaite avec la population. Donc la démocratie à la manière européenne ou la bonne gouvernance à la manière européenne, ça ne marche pas dans ce pays. Nous savons qu'il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'argent, c'est dans l'informel. Peut-être que nous ne l'avons pas bien appliqué, cette démocratie à l'européenne. Puisque non. Démocratie, ça reste démocratie. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais même cette démocratie, des fois, est butée par un problème culturel. Bien entendu, puisque la culture devrait marquer toute chose et c'est ça qui devrait marquer des particularités. Bien, merci beaucoup.